Nous allons nous intéresser à la caractérisation du choix optimal de contrat de réassurance par l'assureur en fonction des caractéristiques des principes de calcul de prime de l'assureur et du réassureur. Nous commençons par expliquer comment les dominances stochastiques d'ordre 1 et 2 se comportent par agrégation de risques indépendants. Rappelez tout d'abord ce que signifie la dominance stochastique d'ordre 1. Dire qu'un risque domine un autre à l'ordre 1 signifie que, quel que soit le seuil considéré, sa probabilité de dépasser ce seuil est au moins aussi grande. Il s'agit donc d'une comparaison très forte. Le premier risque est plus lourd à tous les niveaux de perte. Toute mesure de risque croissante et objective doit alors lui attribuer une valeur plus élevée. Le premier résultat indique que cette comparaison est préservée lorsque l'on ajoute aux deux risques un même risque indépendant. L'intuition est simple. On peut conditionner par rapport à la valeur prise par ce risque commun. Pour chacune de ces réalisations, on compare les deux risques initiaux après leur avoir ajouté la même constante. L'ordre des probabilités de dépassement reste inchangé. En faisant ensuite la moyenne sur toutes les valeurs possibles du risque ajouté, la dominance est conservée. L'indépendance permet précisément d'effectuer ce conditionnement sans modifier la loi relative des deux risques comparés. Le deuxième résultat étend cette idée à des sommes de plusieurs variables indépendantes. Si chaque composante d'un premier portefeuille domine la composante correspondante d'un second portefeuille, alors le montant agrégé du premier domine celui du second. La preuve s'obtient par récurrence. On remplace une composante à la fois, on utilise d'abord le résultat précédent pour comparer les deux premières sommes, puis on ajoute la composante suivante, et ainsi de suite. La transitivité de la dominance permet finalement de relier les deux portefeuilles complets. Le troisième résultat concerne une somme dont le nombre de termes est lui-même aléatoire, comme dans un modèle collectif de sinistres. Deux mécanismes peuvent rendre un portefeuille plus risqué. Les montants individuels peuvent être plus élevés et le nombre de sinistres peut également être plus élevé. Si les sévérités dominent celles du second portefeuille et si le nombre de sinistres domine lui aussi, alors le coût total domine à l'ordre 1. L'intuition de la preuve consiste à séparer ces deux effets. À nombre de sinistres fixés, la dominance des montants individuels entraîne celle de la somme. Ensuite, à distribution des montants fixés, ajouter davantage de sinistres positifs ne peut qu'augmenter le coût total. On combine enfin les deux comparaisons par transitivité. Ces résultats sont essentiels en assurance, ils permettent de comparer des coûts agrégés sans calculer explicitement leur distribution complète. La dominance d'ordre 2 est plus souple que la dominance d'ordre 1. Elle ne demande pas que toutes les probabilités de dépassement soient ordonnées. Elle compare plutôt, pour chaque seuil, le montant moyen qui dépasse ce seuil. Elle est donc directement liée aux primes stop-loss et aux préférences des agents averses au risque. Un risque dominant à l'ordre 2 est, globalement, plus coûteux dans ses queues ou plus dispersé dans un sens défavorable. Comme pour l'ordre 1, l'ajout d'un même risque indépendant préserve cette comparaison. L'idée de preuve repose sur le conditionnement. Pour une valeur donnée du risque ajouté, on déplace simplement le seuil auquel on mesure le dépassement moyen. L'inégalité valable pour tous les seuils reste donc vraie après ce déplacement. En prenant ensuite l'espérance par rapport au risque commun, on conserve l'ordre. Par récurrence, on en déduit que si chaque composante d'un portefeuille domine à l'ordre 2 la composante correspondante d'un autre portefeuille, alors la somme des premières composantes domine la somme des secondes. Là encore, l'indépendance autorise le remplacement successif des termes sans perturber la structure de comparaison. Le cas d'un nombre aléatoire de sinistres est plus délicat. Il ne suffit pas de dire qu'un nombre plus élevé produit une somme plus élevée, car la dominance d'ordre 2 dépend aussi de la convexité. On introduit alors, pour un seuil fixé, la perte moyenne excédentaire d'une somme comportant exactement n sinistres. Cette quantité augmente avec n, puisque les sinistres sont positifs.
Mais il faut aussi montrer qu'elle est convexe en n. Le passage de n à n, plus un sinistre, accroît davantage le risque que le passage de n moins 1 à n. L'intuition de cette convexité est que l'effet marginal d'un sinistre supplémentaire est plus important lorsque le portefeuille contient déjà beaucoup de sinistres. Une inégalité élémentaire sur les parties positives permet de formaliser cette idée. Après avoir pris l'espérance, on obtient que les accroissements successifs de la perte excédentaire sont croissants. La fonction du nombre de sinistres est donc à la fois croissante et convexe. On peut alors appliquer la définition de la dominance d'ordre 2 au nombre de sinistres lui-même. Si le premier nombre de sinistres domine le second, toute fonction croissante et convexe, en particulier la perte excédentaire que nous venons de construire, possède une espérance plus grande sous le premier modèle. En combinant cette comparaison avec celle des montants individuels, on obtient la dominance du coût agrégé. Ce résultat explique pourquoi l'ordre 2 est particulièrement adapté au modèle collectif et aux problèmes de réassurance. Nous passons maintenant au choix d'un contrat de réassurance. L'assureur doit couvrir un risque total, mais il peut en céder une partie à un réassureur. Le traité est décrit par une fonction qui associe à chaque montant de sinistre la part payée par le réassureur. Le reste demeure à la charge de l'assureur. Toutes les fonctions ne sont pas économiquement acceptables. La première condition impose qu'un sinistre nul entraîne une indemnisation nulle. Le réassureur ne doit évidemment rien verser en l'absence de dommages. La fonction de cession doit ensuite être non négative et non décroissante. Un sinistre plus élevé ne peut conduire à une indemnisation plus faible. Cette monotonie évite des incohérences contractuelles et limite les incitations à modifier artificiellement la déclaration du sinistre. La pente de la fonction doit être comprise entre 0 et 1. Une pente positive signifie que la part cédée ne diminue pas lorsque le sinistre augmente. Une pente inférieure ou égale à 1 signifie que chaque euro supplémentaire de sinistre ne peut produire plus d'un euro supplémentaire de remboursement. Cette contrainte garantit aussi que la part conservée par l'assureur est non décroissante. Ainsi, ni l'assureur ni le réassureur n'ont intérêt à augmenter artificiellement le montant du dommage pour réduire leurs propres charges. Ces conditions sont souvent regroupées sous l'idée d'absence de sabotage ou de moral hasard dans la forme du traité. Deux contrats classiques appartiennent à cette famille. Dans une quote-part, le réassureur prend en charge une proportion constante de chaque sinistre. Le partage est donc identique pour les petits et les grands sinistres. Ce traité est simple, mais il cède aussi une partie des pertes ordinaires que l'assureur pourrait parfois conserver sans difficulté. Dans un contrat stop-loss ou excédent de sinistres agrégés selon le niveau auquel il est appliqué, l'assureur conserve les pertes jusqu'à une priorité donnée. Puis, le réassureur prend en charge la partie qui dépasse cette priorité. Le risque conservé est alors plafonné. Ce mécanisme concentre la couverture sur les situations les plus sévères et protège directement la solvabilité de l'assureur. L'ensemble des fonctions admissibles constitue le domaine sur lequel sera posé le problème d'optimisation. Le but ne sera donc pas de chercher parmi toutes les fonctions imaginables, mais parmi les traités économiquement cohérents. La forme optimale dépendra ensuite de deux choix: la manière dont le réassureur tarifie la part cédée et le critère utilisé par l'assureur pour mesurer le risque qu'il conserve. L'assureur commence par fixer un budget de réassurance noté ici P. Ce montant représente la somme maximale, ou plus précisément la somme exactement allouée dans le modèle présenté, qu'il accepte de verser au réassureur. Tous les contrats admissibles ne sont donc pas comparés entre eux, seuls sont retenus ceux dont la prime de réassurance est égale à ce budget. Cette contrainte dépend du principe de calcul utilisé par le réassureur. Si celui-ci applique le principe de l'espérance mathématique, le prix dépend essentiellement du montant moyen cédé. S'il applique le principe de la variance, le prix dépend aussi de la dispersion de la part cédée.
Deux contrats qui transfèrent la même perte moyenne peuvent alors avoir des coûts différents. Le principe de tarification n'est donc pas un simple détail technique. Il modifie l'ensemble des contrats accessibles et peut changer complètement la forme de la solution optimale. Pour chaque contrat, le risque restant à la charge de l'assureur est égal au sinistre initial diminué de la part cédée. C'est ce risque résiduel que l'assureur cherche à rendre le moins dangereux possible. Il lui applique une mesure de risque, qui peut être une prime, une mesure cohérente, un critère moyenne variance ou tout autre indicateur adapté à ses préférences et à ses contraintes de solvabilité. Le problème comporte ainsi trois éléments distincts. Le premier est le risque initial, qui décrit l'exposition à assurer. Le deuxième est le prix de la réassurance, déterminé par le réassureur. Le troisième est le critère de l'assureur, appliqué à la part conservée. La solution optimale résulte de l'interaction entre ces trois éléments. Cette formulation à budget fixé permet de comparer équitablement les contrats. Sans contrainte de coût, la solution triviale serait de céder tout le risque. A l'inverse, si le budget est nul, l'assureur conserve tout. Entre ces deux cas, il faut déterminer comment utiliser au mieux chaque euro consacré à la réassurance. D'un point de vue mathématique, on minimise donc le risque résiduel sur un ensemble de fonctions soumis à une contrainte de prix. La difficulté vient du fait que la variable de décision est une fonction entière et non un simple paramètre. Les théorèmes suivants montrent néanmoins que, sous certains principes de prime et certains critères, cette optimisation fonctionnelle conduit à des formes très simples, soit un contrat stop-loss, soit une quote-part. L'intérêt du résultat est précisément de faire émerger ces formes usuelles à partir d'un problème d'optimalité plutôt que de les imposer au départ. Supposons d'abord que le réassureur applique le principe de l'espérance mathématique avec un chargement proportionnel. À budget fixé, tous les contrats admissibles doivent alors céder le même montant moyen. Le problème consiste donc à choisir la répartition de cette cession moyenne entre les petits, les moyens et les grands sinistres. La proposition du slide compare deux contrats dont les fonctions de cession se croisent une seule fois. Le premier cède moins que le second pour les petits sinistres, mais davantage pour les grands sinistres. S'il cède au total au moins autant en moyenne, alors le risque qu'il laisse à l'assureur est plus faible au sens de la dominance d'ordre 2. L'idée économique est claire. À coût moyen comparable, il est préférable d'utiliser la capacité de réassurance sur les sinistres élevés plutôt que de la disperser sur les sinistres ordinaires. L'intuition de la preuve repose sur les risques conservés. Comme la part cédée et la part conservée sont toutes deux croissantes, on peut relier directement leur niveau au quantile du sinistre initial. Avant le point de croisement, le premier contrat laisse davantage à la charge de l'assureur. Après ce point, il lui laisse moins. Les fonctions de répartition des deux risques conservés se croisent donc elles aussi une seule fois, mais dans le sens opposé. La condition sur les espérances garantit que le premier risque conservé n'a pas une moyenne plus élevée. Un résultat classique de comparaison montre alors qu'un seul croisement des distributions, combiné à l'ordre des moyennes, entraîne la dominance d'ordre 2. Le théorème en déduit que le contrat optimal est un stop-loss. Pour une même espérance cédée, ce contrat ne rembourse rien en dessous d'une priorité, puis rembourse intégralement chaque euro au-dessus. Il concentre donc toute la capacité de réassurance dans la queue de distribution. Le risque conservé est plafonné à la priorité, ce qui réduit au maximum les dépassements moyens à tous les seuils. L'intuition de la démonstration consiste à comparer n'importe quel contrat admissible au stop-loss ayant le même coût. Les deux fonctions de cession se croisent au plus une fois. Le stop-loss cède moins pour les sinistres modérés, mais davantage dans la partie haute. La proposition précédente montre alors que le risque conservé sous stop-loss est inférieur à l'ordre 2. Toute mesure de risque respectant cet ordre le considère donc comme préférable. La priorité est déterminée par le budget. Plus le budget augmente, plus la priorité diminue et plus la couverture est large. A l'inverse, un petit budget conduit à une priorité élevée
et réserve la réassurance aux sinistres les plus extrêmes. Le résultat est robuste. Il ne dépend pas du choix précis de la mesure de risque de l'assureur dès lors que celle-ci respecte la dominance d'ordre 2. Le résultat précédent portait sur un risque global. Dans un modèle collectif, le coût total est obtenu en additionnant un nombre aléatoire de sinistres individuels. On peut alors demander que le traité soit appliqué séparément à chaque sinistre. Le montant total cédé est la somme des indemnisations calculées sinistre par sinistre. Cette distinction est importante. Un stop-loss appliqué au total annuel ne se déclenche que lorsque la somme de tous les sinistres dépasse une priorité globale. Un stop-loss par sinistre se déclenche chaque fois qu'un sinistre individuel dépasse une priorité. Les deux contrats ne protègent donc pas contre les mêmes situations. Le premier répond surtout à une fréquence globale anormalement forte ou à une accumulation annuelle. Le second cible les grandes sévérités individuelles. Sous le principe de l'espérance mathématique, la prime du traité dépend du montant moyen total cédé. Lorsque le nombre de sinistres est indépendant de leur montant et que les sévérités sont identiquement distribuées, cette espérance totale se décompose en deux facteurs, le nombre moyen de sinistres et la cession moyenne par sinistre. Le budget global peut donc être converti en un budget moyen disponible pour chaque sinistre. Le théorème indique que, parmi les traités appliqués séparément aux sinistres, le contrat optimal est encore un stop-loss. Chaque sinistre est conservé jusqu'à une priorité commune et seule sa partie excédentaire est transférée au réassureur. La priorité est choisie de manière que le coût moyen de ces dépassements, multiplié par le nombre moyen de sinistres et par le chargement, correspondent exactement au budget P. L'intuition de la preuve reprend le résultat précédent au niveau individuel. Pour une cession moyenne donnée par sinistre, le stop-loss produit le risque conservé le plus faible à l'ordre 2. On utilise ensuite les résultats d'agrégation présentés au début de cette section. La dominance d'ordre 2 est préservée lorsqu'on additionne des risques indépendants, puis lorsqu'on introduit un nombre aléatoire de termes sous les hypothèses appropriées. L'optimalité individuelle se transmet donc au coût agrégé du portefeuille. Ce résultat montre le rôle central de la séparation fréquence-sévérité. Le nombre moyen de sinistres détermine combien de fois la couverture est susceptible d'être activée, tandis que la distribution des montants détermine la priorité optimale. Si la fréquence moyenne augmente à budget inchangé, le montant disponible par sinistre diminue et la priorité doit généralement augmenter. L'assureur réserve alors la protection à des sinistres individuels plus élevés. Inversement, un budget plus important permet d'abaisser la priorité. Le théorème justifie ainsi l'usage très répandu de l'excédent de sinistres en réassurance non proportionnelle. Il apparaît comme la meilleure manière d'utiliser un budget tarifé à l'espérance lorsque l'objectif est de réduire un risque respectant la dominance d'ordre 2. Le dernier cas modifie à la fois le principe de tarification et le critère d'optimisation. Le réassureur utilise maintenant le principe de la variance. La prime dépend du montant moyen cédé, mais aussi de la variabilité de cette cession. L'assureur évalue de son côté son résultat net selon un critère moyenne variance. Il cherche donc un compromis entre rentabilité attendue et stabilité du résultat. Le résultat net de l'assureur est obtenu en partant de la prime encaissée auprès des assurés, puis en retranchant la prime de réassurance et le sinistre conservé. Son espérance diminue lorsque la composante de variance incluse dans la prime de réassurance augmente. Sa variance est simplement celle du risque conservé. Le problème peut alors être formulé de deux manières équivalentes. Pour une espérance de résultat donné, minimiser sa variance, ou pour une variance donnée, maximiser son espérance. La preuve adopte le second point de vue. Si la variance du risque conservé est fixée, maximiser l'espérance du résultat revient à minimiser la variance de la part cédée. En développant la variance de la différence entre le risque initial et le risque conservé, on voit que ce problème équivaut à maximiser leur covariance ou encore leur corrélation. Or, la corrélation maximale est atteinte lorsque les deux variables sont liées de façon affine. Autrement dit,
Pour obtenir le meilleur compromis quadratique, la part conservée doit être une fonction linéaire du sinistre initial. Comme la fonction de cession doit être nulle, lorsque le sinistre est nul, le terme constant disparaît. La part cédée est donc une proportion fixe du sinistre, on obtient une quote-part. Le paramètre de quote-part est choisi de façon que la prime, calculée par le réassureur, soit exactement égale au budget disponible. Un budget faible conduit à une petite proportion cédée. Un budget élevé permet de transférer une fraction plus importante de chaque sinistre. Ce résultat contraste fortement avec l'optimalité du stop-loss, obtenu sous le principe de l'espérance. La différence vient du critère. Lorsque le coût dépend uniquement de l'espérance cédée et que l'on respecte l'ordre convexe, il est optimal de concentrer la couverture sur les grandes pertes. Lorsque le coût et l'objectif reposent sur la variance, la structure quadratique favorise au contraire un partage proportionnel de toutes les pertes. La quote-part maintient une relation parfaitement linéaire entre le risque initial, le risque conservé et le risque cédé, ce qui maximise la corrélation et produit l'allocation la plus efficace au sens moyenne variance. La conclusion générale est donc que l'expression contrat optimal n'a pas de sens absolu. Le contrat optimal dépend du principe de prime du réassureur, de la mesure de risque de l'assureur et des contraintes imposées au traité. Sous une tarification à l'espérance et un critère compatible avec l'ordre 2, le stop-loss domine. Sous une tarification de variance et un critère moyenne variance, la quote-part devient optimale.